Donc je voudrais vous expliquer le rapport qu'il va y avoir entre l'informatique et la médecine. Alors d'abord je ne suis pas médecin, hein, je suis rigoureusement informaticien, mais je m'intéresse beaucoup à la médecine pour des raisons personnelles et parce que le sujet est fantastique, et aussi à des tas d'autres choses comme les neurosciences. Et on a la chance au collège évidemment de pouvoir discuter avec les gens qu'il faut. Alors l'informatique change le monde. Alors c'est assez récent que les gens s'en aperçoivent, mais c'est violent maintenant. Tout le monde s'aperçoit que c'est violent. Et comme personne n'a été exposé à la moindre compréhension de ce que c'est en réalité que l'informatique, les gens sont toujours surpris, alors que ce sont des choses qui sont totalement organisées, prévues et tout à fait annoncées. Il n'y a pas de grande surprise pour nous, bien que ça aille vraiment vite, mais il n'y a pas de grande surprise. Et par contre, les gens sont toujours surpris. Il faut reconnaître que, jusqu'à maintenant, un élève qui arrive au bac a passé exactement 1/10 de seconde à faire de l'informatique dans sa carrière. Et que c'est un peu limitant. Il a fait de la physique, il a fait des maths, il a fait de la biologie, il a fait des tas de choses, mais l'informatique, ça n'existe pas. Alors, c'est introduit, ça commence à être introduit cette année, mais comme on n'a pas encore décidé de former les professeurs, ça ne va pas être simple. Alors, je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit, d'abord. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que l'informatique soit aussi puissante? Et dans quel domaine elle peut être active en médecine? Et dans quel domaine il faut se méfier? Parce que ça, c'est tout à fait aussi important. Quand les gens vous disent que tout est beau, tout est gentil, il faut se méfier. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que notre pensée a été structurée par le 19e et le 20e siècle, et le 18e. Donc, au 17-18e, je dirais, matière-énergie. Les sciences et les technologies parlaient de ça. La matière, l'énergie. Donc, c'était l'invention du moteur, la grande révolution industrielle. Et c'était comment bouger de la matière, comment transformer la matière en utilisant de l'énergie et comment faire de l'énergie à partir de la matière. Et les bouquins de physique sont toujours centrés là-dessus, en très grande partie, et ça n'a pas, c'est loin d'être fini, bien sûr, cette histoire. Mais c'est ça qui centre, parce que la matière et l'énergie, c'est sensible. La matière, ça se voit, ça pèse, les Grecs parlaient de 4 éléments, hein, l'eau, la terre, l'air, le feu. Et 3 sont de la matière et 1 c'est de l'énergie. Corcolaire, il avait un peu des problèmes avec. Au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, est attribué un troisième larron qui s'appelle les ondes. Et là, ça a été une autre révolution, la révolution de l'électricité, la révolution du télégraphe, la révolution de la radio, de la télévision, qui ont complètement remodélé le monde. Hein, on dit qu'Internet change le monde, mais le télégraphe, c'était la taille au-dessus. Au lieu de mettre 3 mois pour envoyer une nouvelle de Londres à Bombay, les Indiens, les Anglais mettaient quelques secondes. On passait de 3 mois à quelques secondes, c'est énorme, c'est gigantesque. Ça a complètement changé la nature du monde. Par exemple, les ondes, c'est ça qui a permis aux gens d'avoir l'heure. Vous savez peut-être pas, mais l'heure, la notion d'heure précise, ça existe que depuis le début du XXe siècle. Et c'est les ondes qui ont permis de faire ça, en synchronisant les montres avec les ondes. Et puis au XXIe siècle, ou à la fin du XXe, est arrivé un intrus total, qui s'appelle l'information. Et l'information, ben, ça fait maintenant un tétraède, on travaille avec ces 4 objets, mais les gens n'ont en général pas d'idée intuitive, ni d'idée technique de ce que c'est l'information. Alors, on en a une vague idée. Quand dans Molière, on entend « le petit chat est mort », on sent bien que c'est une information. Et on sait bien qu'une information toute simple peut changer une vie. Mais on ramène toujours l'information à l'homme. Et vous allez voir que ça, c'est pas forcément vrai. Par exemple, dans notre corps, et pas que dans notre cerveau, il y a de l'information partout. Et c'est très important. Mais l'information, c'est pas du tout la même chose que la matière, l'énergie et les ondes, et ça n'en dépend que très peu. C'est ça qui rend l'informatique puissante. L'information, ça pèse pas, ça sent pas, ça brûle pas, mais ça se conserve, ça se recopie et ça se transmet parfaitement. C'est l'inverse de la matière. La matière, c'est très difficile pas à conserver, mais c'est très difficile à recopier et à transmettre. Surtout à grande distance. L'information, il n'y a rien de plus facile que de la transmettre. Vous voyez, c'est complètement différent. L'énergie aussi, on ne sait pas la transmettre à grande distance. Transmettre de l'électricité, c'est une grande aventure. Un coup de téléphone, ce n'est pas une grande aventure. Alors, pour montrer à quel point cette dépendance, ce rapport avec la matière est complexe, et pourquoi les gens n'ont pas réalisé l'importance de l'information pour des bonnes raisons. Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, hein, c'est parce que c'était normal. Vous aviez, à la fin du XXe siècle, moi je mets la transition à l'année 2000, vous aviez un objet comme le livre qui était très caractéristique,
qui est toujours d'ailleurs en papier, carton, avec des textes, des dessins, des formules. Et être imprimeur, c'était un métier très précis. Et puis vous aviez la musique, qui était sur des disques ronds, avec un trou au milieu et une petite étiquette. Et travailler dans la musique ou travailler dans l'imprimerie, c'était deux métiers totalement disjoints. Parce que la matière n'a rien à voir. Et puis vous aviez après la photo, avec sa chimie magnifique, son optique, ses appareils. Et la photo, c'était encore un métier totalement différent. Encore que les photographes finissaient toujours par mettre les choses dans les livres. Mais c'était un métier entièrement disjoint. Et puis vous aviez la mécanique, les forces avec des ressorts, avec des cames, avec tout ça. Encore un métier totalement différent. Et maintenant, ces métiers sont tous des métiers de l'information. C'est-à-dire que toutes ces choses-là ont été unifiées sous forme de nombres. Il ne faut pas dire des zéros et des 1, c'est des nombres. On a raison de dire numérique en français au lieu de digital. Digital, c'est un doigt, mais un nombre, on fait les additions et les multiplications. Donc, et ces nombres sont les mêmes partout. Et plus que ça, la façon de les utiliser est la même partout. Si vous voulez conduire des avions ou faire de la musique ou faire de la photo, ce sont les mêmes procédés techniques. C'est la même chose. Et ça, c'est totalement nouveau. Et évidemment, pourquoi on fait ça? Parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus versatile, c'est-à-dire que l'information peut se stocker sur des tas de supports. Celui-là, vous connaissez le disque dur, gardez-les, il n'y en aura plus dans très très peu de temps, mais ça ne changera rien. Ça sera remplacé par ça, sauf que ça, il faut le garder aussi, parce que bientôt, on ne le verra plus. Mais c'est la même chose. Alors pourquoi on fait ça? D'abord parce qu'on peut faire des améliorations, pas toujours. Le livre, quand on l'imprime, bon, ils sont tous faits en numérique, ça ne change pas grand-chose par rapport à l'impression. C'est un problème économique, mais bon. La photo, ça change beaucoup. Ça, je vais vous montrer la qualité de la photo. On peut aimer l'argentique, mais au niveau de la qualité, il y a un gouffre maintenant. La musique, on a cet objet-là qui est arrivé, qui est plus solide, qui est plus léger, qui est plus petit. Bon. Puis après, on a surtout en mécanique les servomoteurs. Et les servomoteurs, c'est ça que vous avez dans les robots en chirurgie, par exemple, ou dans les avions. Et ça, on peut faire ce qu'on veut avec. Alors qu'avec la mécanique, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Pourquoi on peut faire ce qu'on veut? Parce qu'avec l'information, on peut faire ce qu'on veut. Et le moteur va suivre. Et alors après, on va plus loin. Par exemple, pour la musique, on enlève le support. Et quand vous écoutez de la musique, maintenant, vous n'avez pas la moindre idée où elle peut se trouver. D'ailleurs, elle se trouve probablement dans des tas d'endroits, éventuellement par petits bouts. Quand vous écoutez un morceau de musique, il n'y a rien qui vous dit qu'il vient du même ordinateur. Et donc, c'est un changement de paradigme, tout à fait, mais le changement de paradigme n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est de comprendre que tout ça, c'est devenu la même science. Il n'y a qu'une science de tout ça, et qu'une technique. Alors, l'information est globale, donc. Elle est globale, c'est la même partout, il n'y a qu'une seule notion, que ce soit en médias, télécom, biologie, neurologie, il y a des façons de la décliner, mais il n'y en a qu'une seule notion. Il y a une seule notion d'algorithme. Algorithme égale procédé de calcul. Il y a une seule notion d'algorithme qui est la même partout. Travailler dans les avions, travailler dans la musique ou dans la médecine, c'est les mêmes algorithmes. Le levier de l'information est super efficace. Les leviers physiques, il faut un levier proportionné à la taille de l'objet qu'on manipule, pas en informatique. Quand j'étais petit, ça m'avait frappé, c'est pas un exemple joyeux, mais ça m'avait frappé quand j'étais petit. C'était l'époque de la guerre froide où les gens se battaient à coups de déclarations sur les bombes atomiques. Moi j'ai 1 kilotonne, moi j'ai 10 kilotonnes, moi j'ai 1 mégatonne, moi j'ai 100 mégatonnes. Et il faut exactement le même message informationnel pour faire sauter une bombe d'1 kilotonne ou une bombe de 100 mégatonnes. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucun rapport entre la taille du levier et la taille de l'objet. Ça n'existe pas dans la matière. Et ce sont des raisonnements auxquels la plupart des gens n'ont pas été habitués et qu'ils ont beaucoup de mal à intégrer. Et par exemple, on dit encore combien pèse une photo, c'est assez intéressant. Voilà, mais voilà le problème, c'est que pour beaucoup de gens, et je dirais les plus forts dans la non-connaissance de ça, c'est quand même nos politiques, raisonnement et action sur l'information sont très très différents de ceux sur l'énergie. Alors je vais essayer d'expliquer ce que c'est, ces raisonnements, et comment ça marche. Alors, parce que comprendre ce que c'est, au moins un minimum, et avoir conscience de la différence, même si on ne l'exploite pas complètement, hein, tout le monde n'est pas forcé, il ne s'agit pas que tout le monde fasse de l'informatique, mais il s'agit que tout le monde respecte et comprenne la chose. Bon, alors, voilà, il y a 4 piliers en informatique, et puis il y a quelque chose d'autre, c'est les acteurs. Donc les piliers, c'est l'information, je ne vais pas vous définir ce que c'est une notion complexe, on peut la laisser, il y a données et information, c'est pas la même chose, quand je vous dis il fait 20 degrés, c'est une donnée,
mais par exemple, si vous me dites « Ah, c'est très agréable comme température », c'est une information d'un autre style. Donc, toute donnée ne vaut information que dans un contexte. Mais ça, c'est des choses qu'on comprend assez bien, je pense, et donc je ne vais pas trop insister. Algorithme, méthode de calcul. Alors, il faut savoir que les algorithmes, c'est encore plus vieux que l'écriture. C'est bien avant les maths. Et ça, c'est pas très connu. Par exemple, on dit Pythagore a fait un théorème. Non, Pythagore a inventé les maths. C'est-à-dire, il a pris A2 plus B2 égale C2, qui était un algorithme connu des architectes pour tracer des triangles rectangles. Il a expliqué pourquoi c'était vrai, pour tout ABC. Ça, c'est l'invention des maths, mais les algorithmes, ça existait avant. Langages, qui sont les langages avec lesquels on écrit des algorithmes, et les langages avec lesquels on programme les ordinateurs, qui ne sont malheureusement pas simples, mais nos langages parlés non plus. Et parce que ceux-là, on doit être précis, parce que nous avons des machines qui sont des ordinateurs, et il faut se rappeler, du début à la fin, qu'un ordinateur est une machine totalement stupide. D'accord? Moi, quand j'enseignais l'informatique aux enfants, j'ai beaucoup enseigné dans l'école Montessori aux 6-9 ans, et je leur disais, bon, on va essayer de faire les choses en étant aussi bête qu'un ordinateur. Et les enfants me répondaient, c'est trop dur. Hein? Et notre métier, c'est de travailler avec ces bêtes-là. Et alors, il y a les interfaces entre qui? Ben, nous et les objets. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a plus d'objets sur Internet que d'hommes. Et que les données, quand on parle des données produites, les données produites par les hommes sont très importantes, mais elles sont tout à fait minoritaires. Par rapport aux données produites par les villes, par les avions, par les appareils médicaux, les machines à IRM, bien sûr, mais je veux dire les lecteurs de génome. Les lecteurs de génome sont capables de fabriquer plus de données qu'on ne sait fabriquer de disques pour les mettre. Hein, ça va être assez rigolo, ça. Bon, et alors, ce qui fait différer l'informatique de la biologie, de la médecine, de la physique, de la chimie et tout ça, c'est que ce n'est pas une science naturelle. C'est-à-dire que nous, on fabrique tout. On n'étudie pas la nature qui nous est tombée dessus. Hein, la médecine étudie le corps humain, elle n'a pas choisi grand-chose là-dedans, et nous, on choisit tout. Et par exemple, pour donner une idée, les premiers moteurs de recherche, qui s'appelaient AltaVista avant Google, ce qui était dur, c'est d'avoir l'idée. Mais une fois l'idée faite, ça a mis 2 mois et demi à faire. Je ne suis pas sûr qu'on fasse beaucoup de choses en 2 mois et demi en physique ou en biologie. Mais bon, il y a des choses dures aussi, il y a des choses qu'on aimerait savoir faire et qu'on ne sait pas faire, hein, c'est pas miraculeux. Voilà, puis il y a quelqu'un dont je vais vous parler beaucoup, qui est le bug. Et donc le bug informatique, c'est une notion qui est très mal comprise en général par les gens, surtout les gens des fois par les informaticiens, mais surtout par les gens qui font des projets informatiques et qui sont surpris par les bugs. Il ne faut pas être surpris, c'est intrinsèque, vous allez voir pourquoi la notion de machine stupide, mais très rapide, est associée très directement à la notion de bug. On va en parler après. Donc voilà nos fondateurs, enfin plusieurs, il y a 2 de nos fondateurs, Al-Khwarizmi, qui a donné son nom à algorithme, enfin c'est pas lui qui l'a fait. Donc algorithme n'est pas un mot grec, hein, c'est le nom persan de Al-Khwarizmi, je veux dire celui qui habite à Al-Khwarizmi, hein, et il a écrit un bouquin qui s'appelle Al-Jabre, dont vous avez venu le mot algèbre, et je regrette fortement que ça n'ait jamais été enseigné dans les écoles à qui que ce soit. Et puis Turing, qui était un très grand savant, qui a aussi fait quelque chose de majeur en biologie, qui est la morphogénèse. Et j'ai bien rigolé quand Alain Prochian, donc, qui est maintenant administrateur du collège, l'année Turing, qui était l'année du Turing de l'informatique, m'a dit « Mais Turing, il avait un frère ou un cousin ?» Celui qui a inventé la morphogénèse, j'ai dit « Non, c'est le même. » Alors voilà, donc les algorithmes, ben, c'est des procédés de calcul automatique, c'est tout, mais il y en a des milliers et des milliers. Il y en a 2 sortes en gros, les algorithmes génériques qui se fichent de l'information, qui la stocke, qui la diffuse, qui la compresse, qui la crypte. Internet, hein, ça ne s'intéresse pas à ce que vous racontez, et ça va faire des tas de choses avec quand même, mais ça ne lit pas, enfin sauf certains. Et les algorithmes spécifiques sur les textes, les sons, les images, les forces, la communication, l'apprentissage, dont on parle beaucoup en ce moment, on en reparlera, etc. Donc là il y a des algorithmes très spécifiques, mais ils utilisent toutes la même science, ils ont la même base, c'est-à-dire que le cours d'algorithmique de base, il vaut pour tout le monde, il n'y a pas... Et même, il y a énormément de rapports entre tous ces algorithmes. Et là, il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a des questions d'efficacité, de coût en mémoire, en temps, en énergie, etc., dont je parlerai pas. Alors, pourquoi est-ce que c'est puissant? Bien parce que l'information, c'est un levier fabuleux. Vous regardez, par exemple, le commerce électronique. Avant, vous aviez la Redoute, et la Redoute, il fallait commander par lettre, par téléphone, des trucs. Puis maintenant, vous avez Amazon ou des autres sites
mais surtout, je parle d'Amazon parce que c'est les premiers à avoir compris la puissance de l'informatique, qui se sont dit, le plus important, c'est pas le matériau, c'est l'information. C'est la discussion avec le client le plus important. Après, il y a la logistique, c'est très dur aussi, mais le plus important, c'est ça. Les réservations en ligne, bien sûr, il n'y a plus d'agences de voyage. Hein, et des sites comme Capitaine Train ou SNCF ou tout ça, ils n'ont pas de train. Hein, pourtant, c'est eux les plus importants pour vous. C'est aussi important que les trains. Hein, parce qu'avant, c'était une galère de réserver des billets, je vous rappelle. Et puis le contrôle informatique des avions, voitures. Puis il y a des schémas totalement nouveaux. Le moteur de recherche. Je pense que plus personne ne se rappelle comment on faisait les choses quand on n'avait pas de moteur de recherche. C'est devenu très très difficile. Hein. La musique et la vidéo dématérialisées. Bon, il n'y a plus de support à la musique et à la vidéo, s'il y en a, mais on ne sait pas où ils sont. Et ça a plein d'avantages. Hein. C'est très très fiable quand on n'habite pas trop la campagne. Les nouveaux transports, Uber, c'est quoi Uber? L'idée d'Uber, c'est très simple. Pour faire du transport, il ne faut pas posséder des voitures, il faut posséder l'information. Et le conflit Uber-Taxi, il est là. Le taxi met sa voiture au centre et son réseau d'appel en second. Et Uber met le réseau d'appel en premier et il n'a même pas d'employés. Il n'a pas d'employés. Hein, les pauvres chauffeurs ne sont pas des employés. Les sites de recommandation, qui sont en train de changer beaucoup de choses en bien et en mal. Les sites de partage, l'analyse de grandes données, tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas en l'an 2000, ou quasiment pas. Et pourquoi ça va aussi? Parce que c'est léger, parce qu'on n'a pas d'obstacles comme on a quand on travaille sur le corps humain. Puis maintenant, l'Internet des objets et les sciences, alors je vais essayer de vous parler un peu de ça. Alors, pour comprendre déjà un changement majeur qui s'appelle... en France, on a décidé d'ignorer l'informatique au niveau gouvernemental. On n'a pas eu d'industrie, on n'a pas eu d'enseignement. Moi, j'ai toujours entendu, quand j'étais dans les grandes écoles, je me suis pourtant bagarré, c'est une mode, ça va passer. Bon, alors, et les gens me disaient ça. D'un ordinateur, on ne sort jamais ce qu'on y a mis, ce qui n'est pas faux, quand on n'a qu'un ordinateur. Ouais, mais ils n'avaient pas tout à fait capté que on et on, là, dans cette phrase, il y avait deux on, mais c'était le même. Donc, c'était l'homme du XXe siècle. Et puis maintenant, il y a un petit truc qui a changé avec les réseaux. C'est un ordinateur, je sors ce que le reste du monde y a mis. Alors là, ça change tout. Ça change tout, parce que la mémoire du monde est dans le réseau. D'accord? Et ça, vous le voyez maintenant. Je veux dire, c'est évident qu'on cherche dans sa mémoire, bien sûr, ça ne change pas la mémoire humaine, ça. Hein, la mémoire humaine, elle est vraiment fantastique. Et celle-là, elle n'est qu'un outillage pour nous. Hein, mais ça reste très fondamental. Mais ça c'est une distinction qui est massive. C'est un changement aussi grand que le rail ou le télégraphe. Et puis, évidemment, après, on peut analyser les données. Donc ça, c'est plus récent. Enfin, ça fait longtemps qu'on le fait, mais qu'on le fait en grand. Et on peut observer les gens. Alors, de façon pas forcément amicale. Moi, j'aime pas trop, dès que je m'intéresse à un truc, de recevoir des pubs pour 150 machins qui ressemblent. Mais ça va servir aussi, par exemple, en médecine ou ailleurs aussi. Donc voilà, donc vous voyez ce petit changement, hein, il est tout simple. Hein, c'est juste mettre des réseaux. Et ben, c'est très important. Les voitures, c'est pareil. Voilà la voiture que j'ai achetée en sortant de l'école. Donc c'est une voiture du XXe siècle. Alors elles n'ont pas forcément la même forme, mais elles ont toutes la même structure. 4 roues, 2 phares, un volant, 4 sièges, d'accord, des vitres. Et puis la même au XXIe siècle, eh ben, c'est un grand tas d'ordinateurs et la voiture est dominée par les algorithmes. À l'heure actuelle, ce sont les algorithmes qui dominent les voitures. Malheureusement, c'est pas bien fait, c'est un autre sujet. Il y a longtemps que c'est comme ça pour les avions et c'est bien fait. Pour les voitures, c'est pas très sérieux. Et c'est un problème dont je reparlerai quand en informatique, mais vraiment aussi en médecine, parce que ça va être une grande difficulté. Ces trucs-là sont pas bien faits pour l'instant, pour en reparler. Il y a pas mal de bugs. Et alors, ce qui va venir aussi, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est une question difficile. Je ne suis pas persuadé que l'autonomie va marcher si bien. Là, il y a beaucoup de hype, comme on dit, mais on va voir. Et la coordination, ça oui. C'est vraiment idiot de rentrer dans une voiture qui vient de la droite. Il n'y a pas besoin de conducteur pour pas se rentrer dedans en voiture. C'est vraiment idiot de prendre un point de permis parce qu'on n'a pas vu le panneau 70, quoi, comme s'il y avait besoin de moi pour voir un panneau. Et voilà. Alors en médecine, qu'est-ce qui va se passer? Alors la première chose, voilà. Ce que je voudrais illustrer, et ça c'est fondamental, on peut faire avec l'informatique bien des choses que la physique, la chimie ou la biologie ne peuvent pas du tout faire seuls. Ok? Mais attention, à condition de bien faire collaborer tout ça. Par exemple, ce qu'on appelle les sciences cyberphysiques, moi je travaille là-dedans, se faire voler les avions, des choses comme ça.
Mais ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que la physique, la chimie ou la biologie sont des sciences totalement fantastiques, mais elles ont une limite fondamentale, donc elles n'exploitent pas l'information elle-même. Alors, on va commencer par la photo, parce que c'est directement lié à la médecine. Voici une photo du XXe siècle, prise au grand angle. Moi, je suis photographe, donc ça, c'est un sujet que je connais très bien. J'ai fait des conférences au Collège de France qui sont en ligne sur qu'est-ce que c'est qu'un appareil photo numérique. C'est un des objets les plus extraordinaires qu'on ait jamais fait. Et le problème, c'est que l'optique, ça a des défauts et ça fabrique des courbes à la place des droites quand on fait des grands angles. Là, c'est dans une cathédrale à l'intérieur. Bon, ça fait ça. Puis aussi, la photo, ça n'aime pas beaucoup les grands écarts de lumière comme ça, entre les vitraux au soleil et les choses très sombres. Et encore, là, j'ai déjà pas mal corrigé la photo. Donc ça, c'est au XXIe siècle. Vous prenez la photo, c'est fini. Au XXe siècle. Au XXIe siècle, quand vous prenez la photo, ça commence. Votre appareil photo est un gros tas d'algorithmes avec un peu de physique. Mais ce sont les algorithmes qui dominent. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les algorithmes? Ils vont prendre ça et ils vont le transformer en ça. Alors, pourquoi? Alors ça, c'est en lien avec la physique. Parce que les physiciens nous ont expliqué comment ces lignes étaient courbes et pourquoi. À partir de ce moment-là, nous, informaticiens, on sait le défaire. C'est aussi bête que ça. On le défait, et on le défait avec des algorithmes super efficaces. C'est toujours dur avec un projecteur de voir. Et puis on va compenser les lumières, on va faire des tas de jeux sur les lumières. Et ça va à un point qui est inconnu des gens, mais qui est très rigolo. Par exemple, quand vous avez un téléphone, tout le monde prend des appareils des photos avec son téléphone. Savez-vous que quand vous appuyez sur le déclencheur, la photo est prise avant et pas après? Ah, pourquoi donc? Eh bien parce que c'est beaucoup plus malin. Parce que, d'abord parce qu'après vous allez bouger. Mais avant, avant vous êtes ça parce que vous visez. L'appareil photo a un tout petit capteur qui n'est pas de très bonne qualité. Donc ce qui va se passer, c'est que quand vous appuyez sur le déclencheur, les algorithmes vont dire, bon, en fait votre caméra filme en permanence tout. Et quand vous appuyez, il dit, bon, alors regardons les 20 dernières photos qui ont été prises. Et mélangeons-les. Et donc ça permet d'améliorer la qualité des photos, d'enlever quelqu'un qui cligne de l'œil. Alors vous êtes sûr que ce n'est pas la photo, hein, c'est autre chose, mais c'est comme ça. Et en médecine, on va évidemment faire ça depuis le début des temps, on va le voir. Donc c'est un concentré extraordinaire d'algorithmes. Au niveau de la photo numérique, on a gagné une qualité de 5 diaphragmes en 15 ans, une à cause de la physique, 4 à cause des algorithmes. Et la physique est toujours aussi importante. Hein. Eh bien, en médecine, c'est pareil. Si on pense, là je ne suis pas dans mon rayon, hein, donc si je dis des bêtises, oui on est. Là je prends juste des IRM différentes, mais vous pourriez avoir des échos, des scanners, des rayons X et tout. Avant, un médecin, il avait des images différentes. Et c'était à lui de faire le schéma mental, de voir comment ça se relie entre ces images et tout. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est difficile, mais ça s'améliore de jour en jour, c'est de prendre toutes ces variétés d'images. Là, elles sont géométriquement pareilles, mais si vous prenez déjà... attendez, déjà construire cet objet-là à l'intérieur de l'IRM, ça occupe vraiment. Hein. Un appareil photo à côté d'un IRM, c'est un objet assez simple quand même. Et de prendre toutes ces choses différentes et de fabriquer des images 3D ou 4D qui intègrent et qui permettent aux médecins une vue intégrée de tout ça, et une vue dans laquelle on va éclairer, maintenant tous les gamins savent faire ça, hein, on va éclairer, là, vous avez une tumeur, là ben, vous allez la montrer en gros, ou la cacher pour voir les vaisseaux, ou des trucs comme ça. Et donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire en physique. Il n'y a aucun moyen de faire ça en physique. Et ça se fait très bien en informatique. Enfin très bien, ça occupe des gens très forts pendant longtemps. Hein. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ça, c'est le point. S'il y a un seul point à retenir aujourd'hui, c'est ça. Hein. Alors, l'imagerie numérique, donc, devient 3D, 4D, et ces films, qui sont évidemment des objets informatiques, sont construits à partir de mesures qui sont prises, mais les distorsions, je veux dire, si vous regardez ce que c'est qu'une IRM, comment c'est fabriqué à l'intérieur, ça occupe un moment. Hein. Et d'ailleurs, il semble qu'il y a des difficultés avec ça, sur les IRM fonctionnels, qu'il y a des débats en ce moment dans la communauté informatique et médicale sur le fait que certains des algorithmes qui ont été utilisés en éphémérie ne sont pas bons. Les algorithmes statiquement ont des bugs et ne sont pas corrects et devraient être améliorés. Et c'est pas complètement simple parce qu'il n'est pas sûr qu'on ait gagné qu'on ait gardé toutes les données, parce que garder les données, ça occupe. Hein. Il y a de la matière pour garder les données. Ou alors vous pouvez fabriquer des films ou du 4D. Voilà, c'est très simple, c'est des séquences chronologiques là sur des troubles du cerveau sur lesquelles vous travaillez ici. Hein.
de voir les évolutions et surtout, quelque chose qui est très difficile pour les hommes et qui est beaucoup plus facile pour les machines, c'est de quantifier ces évolutions. Se quantifier, ça prend un temps fou aux hommes. Et les algorithmes arrivent à être très très bons là-dessus, et ils seront meilleurs. Ils deviendront meilleurs. C'est difficile, parce qu'on essaie d'y mettre les connaissances qu'ont les hommes dedans, mais expliquer à une machine des connaissances, c'est pas facile. Donc voilà, donc on change complètement tout. Alors ça, c'est un film qui a été fait au MIT, sur, vous savez, Stan Dehaene, il bosse à Neurospin, il a beaucoup travaillé sur qu'est-ce que c'est que lire. Et donc voilà ce qu'on voit maintenant, c'est un vieux film, donc ça a dû s'améliorer. Quand on lit, donc ici on voit la syllabe, c'est sur quasiment un mot, on voit la syllabe qui arrive là, qui va passer dans les aires visuelles, qui va passer ici voisine des aires du langage, puis après, là on ne sait plus trop ce qui se passe, hein, le sens des phrases et pourquoi ça nous plaît ou pourquoi ça nous fait rire, là c'est pas fait. D'ailleurs, si les neurosciences m'expliquent un jour pourquoi une histoire est drôle, je serais très très content. La cartographie numérique, vous êtes habitué à ça. Ça, c'est une carte, donc c'est une photo d'avion d'un endroit ou d'une petite maison dans les Alpes, dans les glaciers. Et c'est une photo d'avion qui n'a jamais été prise par un avion, bien sûr. C'est un avion complètement virtuel. C'est un agglomérat algorithmique des mesures de toutes les cartes en fait anciennes qui ont été travaillées autrement et des photos aériennes qui donnent la végétation et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est maintenant complètement classique. Tout le monde a ça sur son téléphone. Et bien en médecine, c'est pareil. C'est-à-dire, par exemple, que la notion d'anatomie devient très révolutionnée. Pourquoi? Parce que l'anatomie, il y a eu des bonnes raisons. Il y a eu un travail fantastique de gens géniaux en anatomie depuis toujours, mais c'était des planches 2D. Puis après, il y a eu Carpaccio Man et Carpaccio Woman là, qui ont permis d'avoir des anatomies fines. Mais on peut faire des anatomies statistiques. Et ça, par exemple, bon, ça c'est sur les lignes sulcanes, là, ça, on peut faire la statistique des variations de ces choses en fonction des individus. Ça se fait sur le cœur aussi de plus en plus. Et ça veut dire après, on peut personnaliser l'atlas. Personnaliser n'est pas un très bon mot parce que le mot personne n'est pas tout à fait vrai. Individualiser plutôt, parce que personne c'est un aspect quand même mental qui n'est pas reflété ici. Et comprendre comment vous vous placez par rapport à l'atlas, ce qui permet de faire des diagnostics, ce qui permettra, parce que je ne sais pas si c'est encore en place, de faire des diagnostics plus fins et différents. Pas encore sûr, hein, parce que donner énormément plus d'informations à un médecin, c'est pas évident que ça l'est tout le temps. Hein. Le déluge d'informations n'est pas il suffit d'essayer de lire tous les journaux du monde pour comprendre ça. Mais c'est important. La simulation numérique. Donc ça, c'est quelque chose qui a révolutionné toute l'industrie. Vous savez peut-être qu'un avion comme l'A380, le Boeing 777, il n'y a plus de maquette physique. L'avion est entièrement construit de façon numérique, ça c'est Dassault Systèmes qui fait ça en particulier, mais il n'y a pas que Dassault Systèmes. Et les plans sont tirés automatiquement et l'avion vole numériquement. Et j'avais demandé à un aérodynamicien d'Airbus, il se trouve que l'A380 est fait avec nos logiciels pour toutes les commandes de pilotage, de freinage, etc. Et j'avais demandé comment s'est comporté l'avion au premier vol. Il m'a dit très bien, il était pratiquement conforme au simulateur. C'est une phrase intéressante. Et par exemple, les astronomes sont très très friands et très grands utilisateurs et très forts hein, en simulation, parce que l'univers, il n'est pas facile à étudier, c'est pas facile à expérimenter. Par exemple, ça c'est une explosion de supernova. C'est important parce que c'est là que vous êtes fabriqués, là, les molécules lourdes elles sortent de là. Et ils n'ont pas les budgets pour faire sauter une supernova au labo, on est d'ailleurs très contents. Et donc ils simulent. Et ils simulent, si vous êtes intéressé, il y avait le 31 mai, j'ai fait un colloque qui s'appelait Arts et Sciences, de nouveaux domaines pour l'informatique. Et Romain Tessier, qui est un grand astronome, vous montre comment ils font des simulations de l'univers qui sont vraiment très intéressantes déjà, hein, c'est un truc infini, mais qui donnent vraiment les phénomènes qu'on peut voir partout. Alors on peut pousser les choses loin. Donc ici vous avez par exemple une image virtuelle de foie, que les opérations du foie, ça n'a pas l'air d'être simple, d'après ce que j'en entends. Enlever un lobe du foie de façon précise, le foie c'est un peu mou, quoi. Et puis en plus, opérer dans ces champs opératoires, c'est pas ça. Donc ce qui commence à se faire maintenant, c'est de projeter une image virtuelle du foie à l'intérieur du patient pour servir de carte interactive au chirurgien, pour l'aider. Pas pour lui dire de suivre le contour comme un gamin, hein, mais pour l'aider à comprendre où il est et ce qui se passe. Alors ça, c'est pas simple, hein, parce qu'il faut simuler. Il faut simuler les actions des bistouris, il faut simuler la respiration.
parce que si on laisse le foie immobile alors que la personne respire, il vaut mieux qu'elle respire en général la personne. Si elle respire plus, c'est plus simple au niveau de l'opération, mais c'est pas terrible. Voilà, donc ça c'est encore de prendre des idées informationnelles et de les transporter dans un domaine où elles étaient inconnues. Et ça c'est très général comme principe. Alors Jacques Marescot ici il montrait la nouvelle salle d'opération de Strasbourg et il disait que ça ressemblait plutôt à un cockpit d'avion qu'à une ancienne salle d'opération, beaucoup d'écrans, etc. J'en sais pas plus loin, il y a un séminaire de lui là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'équipement très important en imagerie, en robotique, etc. Et je pense qu'il est très important de comprendre quelle est la relation entre cet équipement et la matière. Parce que si on dit, si on s'en sert que servilement, on en dépend, alors que si on s'en sert pas servilement, on conçoit. Pendant très longtemps, on a dit en France, il ne faut pas enseigner l'informatique, il faut enseigner l'usage des ordinateurs. Les Coréens adorent ça, fabriquer des clients serviles. Alors, on peut voir aussi le vivant un peu de la même façon. Donc là, je fais schématique, très schématique, mais ce n'est pas du tout grossier comme schéma. Vous vous rappelez de ce diagramme, information, algorithme, langage machine, interface? Bien, si vous regardez une cellule, ben, vous avez un peu la même chose finalement. Il y a un petit truc dedans qui s'appelle l'ADN, il y a des tas d'autres choses, je pense, mais il y a déjà l'ADN, dont on sait que c'est un code informationnel discret, qui a une importance quand même assez considérable partout, qui est par ailleurs une molécule qui commence à nous servir à stocker l'information, parce qu'elle est géniale, une molécule extraordinaire. Et voilà. Et puis il y a des langages. Alors les langages, langage c'est l'organisation au-dessus de ces données brutes. Donc par exemple les gènes, la structure des gènes, c'est des langages hiérarchiques. On dit c'est un gène, mais dans un gène il y a des introns, des extrons, etc. Et puis il y a des machines, ben, la machine c'est cette merveilleuse petite machine qu'est la cellule, mais qui ne fait pas que traduire l'ADN, elle a aussi un operating system, elle a Windows, parce qu'il faut qu'elle nettoie les protéines en permanence, il faut qu'elle ait tout un système d'auto-entretien, qu'elle vire les mauvaises pièces, qu'elle tue la moitié des machins, et si on néglige ce truc-là, on ne fait pas long feu. Hein. Donc, bah oui, c'est... Alors, toutes les cellules ne sont pas équivalentes, hein. C'est un peu comme les ordinateurs, si on prend un programme Windows et qu'on le met dans Apple, ça ne va pas marcher. Donc, Craig Venter, il a pris un ADN microbien, il l'a fait, une bactérie, il l'a mis dans une levure, ça a marché, mais je ne suis pas sûr qu'on sache faire ça entre tout et tout, loin de là. Les interfaces, eh ben, en entrée, vous avez le soleil et les sandwichs, hein, ce qui est quand même super, parce que c'est plus pratique que l'informatique pour ça. Et puis en sortie, ben, vous avez la réplication, la fabrication de protéines géniales ou de molécules comme l'ATP, qui sont quand même des inventions sublimes. Et ben, c'est quand même une machine qui a la même structure. Et en fait, si vous regardez ce que c'est qu'un transcripteur, ce que c'est qu'un ribosome, ben, c'est un algorithme. C'est un algorithme avec des méthodes de correction d'erreurs, avec des méthodes... C'est vachement malin, hein, on n'a pas fini de comprendre tout ça, mais c'est fondamentalement un algorithme. Une grande difficulté pour les biologistes, c'est qu'ils n'ont pas du tout le langage et l'habitude de penser comme ça. Et donc, ça va être un problème pour la formation des gens, et on va le voir après. Alors ici, vous avez une petite vulgarisation un peu ancienne, mais qui est super pour l'enseignement. Moi, c'est la première fois que j'ai compris la réplication de l'ADN, hein, parce qu'avec des dessins, la réplication de l'ADN, c'est pas facile. Puis on dit quand ça fait 40 nucléotides par seconde, là on voit les 40 nucléotides par seconde qui passent. C'est hallucinant, 40 nucléotides par seconde quand ils servent en classe. Et donc, bon, alors, il y en a des tas d'autres, des films comme ça c'est un vieux. Et l'idée, c'est de faire des... Alors c'est de très basse résolution. Mais on n'est pas forcé de rester dans la très basse résolution. Par exemple, ici, vous avez la RNA polymérase, une petite protéine vraiment sérieuse, qu'on aimerait bien étudier mieux que ça, parce que là, elle est dessinée. Je crois que c'est assez fidèle, ces dessins-là, mais ce n'est pas dynamique. Ça n'explique pas la fonction, ça n'explique pas les déformations. Beaucoup de gens travaillent là-dessus, à Paris 6 ou ailleurs, il y a un travail énorme qui est fait là-dessus. La simulation du repliement des protéines, ça c'est vraiment intéressant. Parce que voilà une simulation lente de phénomènes rapides. Donc vous avez une petite protéine comme ça, qui est ultra simple, je ne sais pas ce que c'est celle-là, et puis vous partez en fait de ce qui a été construit à partir de l'ARN, et puis il va prendre cette forme-là. Mais prendre cette forme-là, ce n'est pas un processus simple, c'est un processus de recherche des minima par secousse, hein, fondamentalement. Il y a des minicas, là on pourrait rester très longtemps coincé dans des minima locaux, et puis ça va basculer à un moment. Et ça, c'est des maths, hein, pour voir comment ça marche. Et puis, pof, donc la protéine a sa forme. Donc là, c'est une simulation qui essaie d'être relativement exacte.
Mais c'est pas toujours comme ça. Par exemple, celle-ci, elle est très intéressante parce qu'elle travaille avec quelque chose dont on adore en informatique. C'est plein de niveaux d'abstraction. Oui. Normalement, elle devait marcher, mais elle ne marche pas. La musique marche, mais c'est pas très intéressant. Bon, alors ça, c'est encore un problème de... Mais je vais vous la montrer tout à l'heure. Je vous la montrerai. Ce qui est bien, c'est que ici, on va traiter les zones différemment. Les zones de repliement, elles vont être très détaillées, et les autres, elles vont être laissées très schématiques. J'ai l'habitude de dire gentiment que je reconnais bien des biologistes très facilement dans mon métier, parce que quand on demande à un biologiste, quand on discute avec un biologiste et qu'on dit quelque chose, il répond c'est bien plus compliqué que ça. C'est un système de reconnaissance très efficace. Et ben oui, mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des abstractions, de faire des choses compliquées sur les choses compliquées, mais des choses simples sur les choses simples. Alors pour les biologistes, dans l'expérimentation, ça c'est dur. Pour nous, dans la reproduction, c'est pas dur, et c'est notre métier. Les réseaux métaboliques, donc là, les réseaux métaboliques, c'est vraiment central à l'intérieur de la cellule, mais ce sont des réseaux qui sont compliqués à étudier, et sur lesquels la capacité humaine est à peu près aussi efficace que de faire des multiplications de 12 chiffres par 15 chiffres. On est complètement incapable de faire une multiplication, il ne faut pas oublier. Hein. Un ordinateur, c'est incapable de faire des trucs intelligents, mais nous, des trucs bêtes, on ne sait pas faire non plus. Hein. Et bien là, ça peut s'étudier avec des choses très très jolies, qui sont des systèmes, une machine abstraite qui s'appelle Biocham, je pourrais vous raconter, c'est issu d'un travail que j'avais fait avant. Et en utilisant des techniques qu'on utilise pour vérifier les programmes informatiques, eh bien, on peut vérifier si ces cartes biologiques sont consistantes ou pas, parce que c'est des maths. Et par exemple, François Fage, qui fait ça, a trouvé un bug qui a été trouvé automatiquement dans une carte majeure d'un prix Nobel de chimie. Donc il a co-publié avec lui, et on ne peut pas faire ça à la main. Mais c'est dur, hein, ce sujet. Mais par exemple, on va donner des contraintes, on va dire, on va faire du quantitatif. Est-ce qu'il y a des paramètres tels que la CDC2 cycline oscille avec des périodes comme ci, comme ça? Et le système va répondre non, on va répondre oui, t'as qu'à faire ça, tu as cette réaction-là qui va se passer. Et ça, pour les hommes, c'est infernal. Donc, c'est des études qui sont loin d'être finies, bien sûr. On peut aussi faire des trucs rigolos comme programmer avec l'ADN. Alors, en fait, on peut calculer avec l'ADN. Donc ici, vous avez, ça, c'est des signaux, si vous voulez, c'est des signaux, et ça, c'est un organe de calcul, c'est une porte. Et vous voyez, ce signal-là va se coupler ici, ça va libérer la partie verte, il va se coupler ici, je transforme un A plus un B en un C ici, et puis hop, ça va lâcher ce machin, et pour vérifier que l'expérience marche, eh ben, on va lui faire attraper un ADN qui a au bout une fluorescence, et quand il sera lié, donc ça c'est pour vérifier que cet objet a bien été produit, on va faire scintiller la solution. Donc ça c'est des choses qui sont faites, alors c'est rigolo, et on fait des langages après, on fait des langages de programmation à ADN, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des transistors et des courants électriques, on a des brins d'ADN, comme maintenant on peut synthétiser tout ce qu'on veut à une longueur raisonnable, on a des brins d'ADN, et les brins d'ADN simples, c'est des objets sur lesquels on calcule, et les doubles brins, c'est les portes, les éléments de calcul. Alors ça a des intérêts théoriques, ça a des intérêts, c'est rigolo comme recherche, mais ça a aussi des intérêts, il y a des gens qui essaient de faire ces calculs et de les protéger de l'environnement de la cellule, parce que ça c'est l'environnement de la cellule, les étrangers ne s'aiment pas trop, pour faire par exemple des capteurs ultra précis, qui cherchent des choses très précises dans les cellules et qui vont les rapporter par des fluorescences et tout ça. Et des capteurs qui demandent de calculer. Donc, bon, ça c'est des travaux qui sont préliminaires, bien sûr, mais qui montrent le style de ce qu'on a envie de faire. Ah, les neurosciences. Alors là, les neurosciences, bon, là, pour le coup, le cerveau est une machine à information, je pense que c'est pas très dur à voir. Et son hardware n'est pas tout à fait simple, ça c'est pas très dur à voir non plus. Mais on a vraiment la même chose ici. On a une interface, on a nos sens. On a sûrement des tas d'autres trucs, mais on a nos sens déjà. Ça, c'est pas mal. Et ça va fournir de l'information assez typiquement sous forme de train de Spike. Alors, le train de Spike, c'est un grand mystère. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est un codage hyper malin et hyper souple qui peut faire des tas de choses. On peut coder en fréquence, on peut coder en synchronisation, on peut coder en timing, on peut coder en tas de choses. Et ça nous rend très très jaloux parce que le cerveau fait 20 watts, un Pentium ça fait plus que ça, et le cerveau c'est quand même incroyable. Donc ça, ce code-là, c'est un grand mystère.
Je pense que c'est... Bon, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, mais malheureusement, c'est pas nous qui l'avons conçu. Donc, des algorithmes, il y en a partout dans le cerveau. Il y en a qui sont bien connus dans le cortex visuel. Il y en a d'autres qui sont vraiment pas bien connus. Savoir si la tête de quelqu'un nous plaît, les algorithmes pour ça, je pense qu'il y a du temps encore à passer. Il y a des langages, et des langages, je ne les connais pas. C'est justement qu'est-ce qui est caché comme organisation architecturale derrière le code neural. Quels sont les... Il y en a plusieurs probablement, mais c'est embêtant de ne pas avoir les langages parce que c'est dur de raisonner, quoi. Les machines, c'est le cerveau, toutes ces composantes qui sont quand même pas tout à fait homogènes, puis avec des questions centrales où est la mémoire. La mémoire, elle ne peut pas être dans les molécules, ça c'est complètement clair, il n'y en a pas assez, puis ce ne serait pas assez fiable, donc c'est dans des réseaux. Il y a Claude Bérou de l'Académie qui a écrit un livre très intéressant, qui n'est pas biologique pour l'instant, mais qui montre qu'avec des réseaux, on peut faire une mémoire dans laquelle l'information qu'on stocke, ce n'est pas lié au nombre de neurones, mais au carré du nombre de neurones. 100 milliards de neurones, c'est pas tellement, mais 100 milliards au carré, alors là, ça commence à faire vraiment. Donc il y a beaucoup de travail là-dessus, c'est des gens de la théorie de l'information. Pour info, Claude Bérou, c'est celui qui a inventé des algorithmes qui vont permettre de passer à la 5G, à la téléphonie 5G, qui ira infiniment plus vite que tout ce que vous avez jamais vu. Et puis ça va nous permettre de jouer de la guitare, de la musique ou du violon, qu'on va voir après, et de bouger et tout, donc c'est vraiment cool comme système. Mais il faut avoir une vision, il faut comprendre comment concilier les visions informationnelles, les visions algorithmiques, les visions biologiques. Et je pense que ça a fait beaucoup de progrès, surtout depuis qu'on peut aller voir un petit peu. Mais par exemple, faire de la géométrie, c'est très important, mais pour la fonctionnalité, ça ne dit quand même pas grand-chose. Donc il y a beaucoup de boulot. Enfin, il y a beaucoup plus de choses ici que je n'en connais. Puis évidemment, il y a des algorithmes de morphogénèse dans le cerveau qui sont fabuleux, quoi. Alors, l'expérience, c'est pas facile. Alors voilà, donc si on réfléchit un peu à informatique et médecine, donc là je simplifie tout, hein, la vie est toujours plus dure que ça. Les algorithmes en imagerie sont le plus grand facteur de progrès. C'est plus important à l'heure actuelle de comprendre comment analyser les images que de les faire. J'ai été me faire un fond d'œil chez mon ophtalmo, il m'a dit mais je vois trop maintenant. Je vois trop, ça devient difficile. J'ai discuté avec un chirurgien des anévrismes, un radiochirurgien des anévrismes qui me dit, bon, il opère des gens des anévrismes, ça va être un travail pas facile. Et il me dit, ben maintenant, je suis assez embêté parce qu'on a des appareils tellement fins que j'en trouve partout, quoi, des anévrismes, chez tout le monde. Et on n'a pas la moindre idée de savoir ce qu'il faut faire avec. Hein, parce que la prévention des anévrismes, ça n'a vraiment rien de simple. Donc, les algorithmes, ça va aider, forcément. En chirurgie, des robots chirurgiens, ça je ne suis pas assez compétent pour dire, mais j'ai une inquiétude. Les interventions sous imagerie, etc. Les prothèses numériques. Alors là, moi, je suis doté d'appareils comme ça, qui sont complètement géniaux. C'est des ordinateurs extraordinaires. Et j'habite dans le sud et j'ai perdu les aigus. J'ai juste 2 programmes dans ceux-là, avec ou sans cigale. Pourquoi? Parce que, oui, c'est comme ça. Parce qu'au-dessus de 6000 Hz, ils vont transposer d'une octave vers le bas les sons. Et là, j'entends les cigales et les oiseaux que je n'entends pas de façon naturelle. Et ça, on ne peut pas faire ça avec de la physique. Hein. Bon, ça, vous savez tout ça, l'analyse de données, ça, on pourra en reparler. Méfiance dans l'analyse de données, c'est très facile de raconter n'importe quoi. J'ai un très joli article qui s'appelle « Storks deliver babies ». Les cigognes amènent les enfants. Et effectivement, c'est un type très fort, l'analyse de données, qui a fait un petit pastiche, où il a montré, et c'est vrai qu'il y a un taux de corrélation significatif entre le taux de natalité d'un pays et le nombre de cigognes dans ce pays. Bon, la robotique d'assistance, tout ça. Il y a des choses vraiment dures. La médecine sur Internet, là, je pense que tout le monde sait ça, c'est vraiment un problème. Allez lire le Vidal, les gens se payent tous les effets secondaires des médicaments d'un seul coup. Voilà. Ça, c'est un problème. Où sont les sites officiels vraiment crédibles? C'est un problème, je ne sais pas du tout le résoudre. Hein. Dossier médical, moi quand je déménage, je ne sais rien faire, je réexplique tout. Vachement dur de faire suivre son dossier. Puis la modélisation, les réseaux métaboliques, j'en ai parlé. Alors, 2 dangers, je terminerai par ça. Et ça, je veux vraiment, c'est une des 2 autres choses que je voudrais que vous rappeliez. Il y a 2 dangers majeurs, les bugs et la sécurité. Ils sont très reliés. Et on le voit maintenant, on le voit en médecine avec les rançonnages des hôpitaux aux États-Unis, avec les attaques qui ont été faites sur les pacemakers,
d'accord, ont montré qu'ils pouvaient prendre le pouvoir total sur 50% des pacemakers aux États-Unis. Heureusement que c'est des chercheurs qui font ça. Hein. Alors pourquoi il y a des bugs en informatique? Eh bien parce que, ben voilà, il y a deux acteurs complètement opposés. Là vous avez Kepler, là l'homme, très intuitif, avec une rigueur, il fait ce qu'il peut, et lent. Puis là vous avez Pentium, qui est exactement l'opposé, hyper rapide, totalement exact et parfaitement stupide. Donc l'informatique s'est passée de ce monde-là, d'une idée vague dans ce monde-là, à un machin totalement carré dans ce monde-là. Ça ne peut pas être ça. Et donc, si on fait ça au pif, comme si c'est très souvent fait, eh bien, il n'y a pas de maîtrise et ça fait des bugs. Donc, les histoires abondent. Hein. Je ne peux pas en parler ici, mais j'ai fait des exposés entiers là-dessus. Je ne peux pas vous en parler. Alors, j'ai longtemps cherché comment expliquer à des non-informaticiens pourquoi il y a des bugs et qu'est-ce que c'est. Et j'ai trouvé une solution dont je pense qu'elle fonctionne très bien. Alors voilà, vous avez Manhattan. Moi j'habite là-haut, j'ai un copain qui habite là, je lui dis viens chez moi. Moi, le copain il n'a pas envie de se fatiguer, puis il n'est pas très malin, donc je vais lui dicter, et puis évidemment c'est pas tout droit parce que c'est Manhattan, il y a les travaux d'essence unique et tout ça. Je vais lui dicter l'itinéraire avec un code machine très simple, TDG. C'est pas un TCG, c'est TDG. T c'est tout droit, D c'est à droite et G c'est à gauche. Donc je lui dicte ça. Et s'il fait ce qui est marqué, ça fait ce qu'il faut. Mais là on est deux hommes hein, en train de se parler. Supposez que j'ai fait un bug, c'est-à-dire j'ai mal lu, j'avais mal écrit, il a mal lu, n'importe quoi. Hein, on a juste changé un T en D. Une petite mutation. Qu'est-ce qui se passe? Presque rien. Presque rien. À un endroit, on tourne de 90 degrés à droite. Et donc on va n'importe où. Et si c'était ailleurs, on irait dans un autre n'importe où. Et le nombre de n'importe où est gigantesque. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordinateur a une conscience professionnelle absolue, et que quand vous lui dites de ne pas tourner au bon endroit, il y va avec une conscience professionnelle totale, et un manque d'humour intégral. D'accord? Donc voilà. Donc la définition qu'on peut donner de l'ordinateur, c'est que c'est le plus incroyable amplificateur de bêtises qu'on ait jamais fabriqué. Alors, malheureusement, maintenant, c'est en réseau, l'informatique. Alors, en réseau, on peut faire des bugs plus sournois. Là, vous avez Lise et Laure qui veulent faire un dessin, donc il y en a une qui a le crayon, l'autre la règle. Et évidemment, aucune des deux veut lâcher le sien. Donc, si vous voyez votre ordinateur ou votre équipement se congeler, c'est ça qui se passe à l'intérieur. C'est très difficile à corriger, à détecter. Il peut y avoir des morceaux qui se congèlent sans que tout se congèle. Là, vous avez Lise et Laure sont tombés d'accord pour se passer le crayon, mais la petite Manon, elle n'est pas assez grande, elle n'arrive pas à l'attraper. Donc vous avez la moitié de votre ordinateur qui bosse, ou les deux tiers, et puis l'autre qui fait rien. Et ça peut être très dangereux, et ça ne se voit pas. Donc voilà. Alors, la chose la plus importante, c'est ça. Les gens pensent que les bugs, c'est des pannes des ordinateurs ou des logiciels. Un logiciel n'a pas de panne. N'existe pas. La panne, c'est la panne humaine de celui qui a écrit le programme. J'ai fait un rapport sur la sécurité des centrales nucléaires, la sécurité informatique, et les gens disaient quelle est la probabilité qu'il y ait un bug dans ce programme? Je disais 0 ou 1. Vous choisissez. Mais comment tout a une probabilité? Je lui dis non, un programme, c'est comme un théorème de maths. Quelle est la probabilité que le théorème de maths de Fermat soit juste? C'est une question idiote. Ah oui, bien sûr, mais pourquoi l'informatique? Parce que c'est la même chose. D'accord? Soit il y en a, soit il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est bien. S'il y en a, ils vont faire des effets très durs à prévoir. Les petits bugs, même non fonctionnels, créent ces trous de sécurité qui font les délices des hackers. Toutes les attaques sont fondées sur des micro-bugs totalement stupides. Vous en citez plein, et ça c'est cher. Et par exemple, pourquoi il y a des mises à jour tout le temps en ce moment? Parce que les gens trouvent des bugs totalement stupides qui ne se verraient jamais s'il n'y avait pas des hackers. Mais les hackers, ils sont ravis. Par exemple, dans les navigateurs, il y avait simplement une zone. Vous avez un formulaire, vous êtes censé mettre au plus 12 caractères dedans, le type qui a fait le test s'est trompé, il tolère 13. Et bien, en rajoutant un 13e caractère à l'endroit où vous n'auriez pas dû, vous pouvez prendre le pouvoir sur la machine. Ah, ça a coûté des milliards de dollars à Microsoft. Un des grands enjeux, et ça c'est mon boulot par exemple, c'est de prévenir, éliminer ou contrôler les bugs. Donc, en médecine, ça va être sérieux. Donc, comment la médecine va-t-elle s'organiser pour que son informatique marche vraiment? L'informatique qui ne marche pas vraiment, c'est un grand toxique. Grand toxique. On peut arriver à faire le marché de l'informatique vraiment, mais ce n'est pas le même prix et ce n'est pas la même méthode. Il
faut des vraies procédures de certification. Je ne sais pas du tout comment sont certifiés les appareils médicaux, les robots, etc. Si c'est la certification informatique sérieuse ou pas. Il y a un article dans Communication de ACM, qui est un de nos grands journaux ce matin là-dessus, mais je ne l'ai pas lu. Comment traiter les problèmes de sécurité? La confidentialité des données médicales, c'est sérieux, mais d'un autre côté, il faut aussi qu'elles soient accessibles pour le big data. Ah, ça, c'est pas simple. Qualifier les analyses big data. Vous faites une analyse qui vous dit, c'est vrai déjà avec les analyses humaines, bon, ça c'est 52% et ça c'est 48%. Oui, alors, qu'est-ce qui dit que cette analyse est juste? C'est un sacré problème. Hein. Et ici, on travaille sur des millions de données, on ne sait pas trop, mais bon, il y a des moyens de faire ça. Et comment former ses personnels à ce monde nouveau, ça je pense que c'est le point le plus dur, le plus central, et que tout le monde recule d'année en année. Ce qui ne va pas aider le schmilblick. Donc sur l'éducation, ça a été... Savez-vous que l'enseignement d'informatique a existé au lycée, a été supprimé en 1997? C'est visionnaire, c'est l'année où Internet a explosé, où le téléphone portable a explosé. C'est très visionnaire. Voilà. Donc conclusion, il faut définitivement arrêter de dire l'informatique est un outil. C'est la phrase la plus sotte qu'on peut entendre. Maintenant, c'est une nouvelle façon de faire, de penser et agir. C'est une science, c'est une technique, au même titre que les autres sciences. Puis il faut que ça cause avec les autres sciences, comme elles font déjà entre elles. Sa puissance est fondée sur la légèreté, entre guillemets, de l'information et la souplesse des algorithmes. Toutes les sciences et la médecine sont en voie de profonde transformation. Il va falloir la gérer. Et il y a des choix quand on gère. On peut gérer mal ou gérer bien, c'est pas le même métier. Et les problèmes de sécurité et de sûreté sont absolument centraux et assez largement sous-estimés. Bon, ça, je pourrais raconter plein d'histoires, mais je pense qu'il faut que j'arrête là.